Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des difficultés que j'ai rencontrées en tant que professionnelle du design humain, surtout à mes débuts. Je me suis dit que si vous-même vous travaillez avec le design humain, eh ben, c'est quelque chose qui peut vous inspirer. Alors c'est vrai que pour le coup, moi je me suis formée au design humain, mais je ne connaissais absolument rien à l'entrepreneuriat, à comment communiquer, à comment faire les choses. Et le design humain m'a beaucoup aidée dans cette expérimentation, mais c'est vrai qu'il y avait des questions qui étaient un petit peu compliquées à résoudre. J'y suis allée à tâtons, notamment par exemple pour comment trouver le tarif adéquat à mes offres. Surtout au début, on n'a pas forcément confiance en soi. En plus, j'ai le centre de Lego ouvert. Certains d'entre vous le savent que quand on a le centre de Lego ouvert, c'est pas forcément évident de mettre un tarif sur ce qu'on propose parce que notre estime de soi, elle est fluctuante. Et en plus, c'est une donnée qui n'est pas fiable pour nous. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est le premier mois, mon premier mois de lancement, mon premier mois où j'ai commencé à me faire payer pour mes prestations, j'avais mis toutes mes offres à moins 50%. Moins 50%, c'était l'offre de lancement et le tarif de base, lui, je m'étais alignée à ce que je trouvais chez les autres professionnels, peut-être un petit peu moins cher, mais c'était en fonction aussi de moi, comment je présentais l'offre. Mais voilà, j'ai fait un premier mois à moins 50%, c'est pas forcément nécessaire pour tout le monde, hein, on n'est pas obligé, c'est quand même cool je trouve de faire une offre de lancement, mais on n'est pas obligé de faire moins 50%, on peut faire juste moins 20% aussi, hein. Mais moi c'est vrai que, voilà, j'étais pas sûre de moi, j'ai préféré faire comme ça. Mais après, c'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver le juste prix. J'ai moi-même un peu pentaillé, j'ai moi-même changé plusieurs fois mes tarifs en essayant de le faire le moins possible quand même parce que je savais que vu que j'avais le centre de Lego ouvert, cette estime de moi fluctuante, je savais que je risquais de vouloir changer mes tarifs au gré de mes fluctuations, de mon estime de moi-même et c'est pas forcément aligné de faire ça. Mais en tout cas, voilà, après j'ai commencé, c'est vrai, à modifier mes offres, enfin le tarif de mes offres en les augmentant. Mais c'était vraiment par rapport à mon ressenti personnel, je ne me sentais plus alignée au tarif à cette offre-là. Donc vu que j'ai le centre de Lego ouvert, tout ça, tête de tutti quanti, eh bien c'est vrai que je laissais du temps avant d'augmenter mon offre, on va dire... En général, j'attendais 2-3 mois avant de changer mon offre ou de l'augmenter. Donc maintenant, c'est vrai que j'ai commencé à mieux me connaître et surtout, je me suis pas formée, mais je me suis beaucoup intéressée aussi à notre rapport à l'argent, à comment aligner nos tarifs, comment mettre le juste prix, parce que pour certaines personnes, le juste tarif, il va être à tel niveau et pour d'autres personnes, il va être à tel niveau. Je veux dire, c'est vrai que sur Internet, on trouve des coachings à 100 € et des coachings à 10 000 €. Et les deux se vendent en fait. Donc ça veut dire que c'est aligné si ça fonctionne. Après, au niveau des difficultés que j'ai rencontrées, c'est quand j'ai commencé à créer mes manuels personnalisés aussi parce que ça prenait énormément de temps par écrit de faire ça. À chaque fois, c'était des heures, voire des jours de boulot. Donc depuis, j'ai réajusté la chose. Ça me prend quand même beaucoup moins de temps. Et heureusement, parce que c'était vraiment inconcevable. Le premier manuel personnalisé que j'ai fait, qui était tout petit en plus à l'époque, et je l'avais fait gratuitement à une amie à moi que je lui avais offert pour son anniversaire. Et j'avais mis mes 2 semaines à bosser, tous les jours dessus pendant plusieurs heures, quoi. C'était un travail monstre. Après, les autres difficultés que j'ai pu rencontrer aussi, c'est la peur du jugement. Pas forcément des clients, pas forcément des gens qui ne sont pas dans le design humain, mais à l'inverse, les personnes qui sont déjà professionnelles du design humain, notamment les analystes certifiés de Design Humain France, qui du coup peuvent être assez tatillons en fait sur les personnes qui font des analyses et qui n'ont pas été formées par Design Humain France parce que Design Humain France, il y a toute une réglementation autour. On n'a pas le droit de faire des analyses avant plusieurs années de formation. Enfin, c'est tout un monde qui est hyper strict. Et c'est vrai que autour de ça, il y a plein de personnes qui sont pas formées chez Design Humain France et qui proposent des analyses. Alors, il y a vraiment de tout, de tous les niveaux, de tout type d'école, on va dire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dû surpasser aussi, même si ça a pas mis beaucoup de temps. C'est vrai que je me suis dit, moi j'avais ma pancarte, je me disais, de toute façon, écoutez, je suis manifesteur. Les manifesteurs, ils font ce qu'ils veulent.
Donc je me suis dit, si on me dit quoi que ce soit, je sors ma pancarte manifesteur et puis voilà, foutez-moi la paix. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai jamais eu de remarques ou autres ou de difficultés par rapport à ça. Donc c'était vraiment une petite peur que j'avais mais qui ne s'est pas matérialisée, en tout cas dans mon expérience. Après, une autre peur que j'avais, c'était de ne pas avoir l'impact escompté. C'est-à-dire que si je fais une séance avec quelqu'un, que le client ne me comprenne pas, mais ne soit pas impacté en mode waouh, c'est génial, le design humain, c'est trop génial tout ce qu'elle m'a dit, ça a eu vraiment un impact sur moi. J'avais un petit peu cette peur-là, moi je voulais vraiment faire un truc, un effet waouh quand quelqu'un faisait une analyse avec moi. Et voilà, j'avais peur que la personne elle se dise mais qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est n'importe quoi et tout. Et finalement, je me suis rendu compte parce que du coup, dans ces moments-là, on est un peu si on voit que le client en face, il est là, il écoute, mais qu'il dit pas grand-chose, on peut vite se poser des questions et se dire mince, peut-être que ce que je dis, ça ne lui parle pas ou autre. Et finalement, je me suis rendu compte parfois que des personnes qui étaient en face de moi, des fois, elles réagissaient pas beaucoup sur le coup, mais elles allaient me laisser un super avis en mode ouais, c'était vraiment super ce que t'as dit, la séance m'a vraiment parlé. Et parfois, à l'inverse, une personne qui va être là en mode waouh, c'est trop bien, la séance elle est trop cool et qui a l'air hyper connectée, tout ça, elle va pas spécialement laisser d'avis. Alors ça veut pas dire qu'elle est pas qu'elle est pas contente, hein, mais en tout cas il n'y a pas forcément de retour par la suite, donc on sait pas. Donc c'est là que j'ai appris aussi à pas être un petit peu décontenancée par l'attitude du client en face, parce que chacun a sa façon de vivre ses séances. Il y a des personnes qui gardent en elles ce qu'elles ressentent. Et c'est pas pour autant que le message n'est pas forcément passé. Voilà, je vous ai partagé quelques petites peurs que j'avais en tant que professionnelle de design humain quand j'ai commencé. Sachez que si vous aussi vous êtes professionnel du design humain, j'ai créé une masterclass dans laquelle j'explique de A à Z comment créer un manuel personnalisé. Je vous mets le lien en dessous. N'hésitez pas à vous inscrire. Dedans, je mets vraiment le max d'informations possible, que ce soit quel format mettre, quel tarif mettre, que mettre comme contenu à l'intérieur. Enfin voilà, je vous donne un max d'informations. Je vous mets le lien dessous pour vous inscrire. Et je vous dis à très bientôt.